bien un moment que je parle de ce film, 1917. Sorti dans nos petites salles obscures le 15 janvier 2020, 1917 est un long métrage réalisé par Sam Mendes, réalisateur britannique de films notables tels que American Beauty, Les Noces rebelles, Les Sentiers de la perdition, et 2 petits films avec un micro-budget, les 2 derniers James Bond, donc Skyfall et Spectre. Le film se déroule durant le conflit de la Première Guerre mondiale, en 1917. Nous suivons le périple de 2 soldats de la 8e division britannique, Scott Field et Blake, joués par George McKay et Dean Charles Chapman. Ils doivent transmettre un message au front pour éviter le massacre de 1600 hommes britanniques car l'ennemi leur tend un piège. Quand j'ai d'abord entendu parler du projet pour la première fois, c'est-à-dire il y a quelques mois, je me suis dit encore un énième blockbuster sans âme ni saveur. Les mois défilent et la hype monte de plus en plus. Et puis un jour j'ai ouï dire, par une bande-annonce étrange, que le film était tourné en plan séquence. Ok, ça a l'air vraiment super, trop cool. Et le 15 janvier 20. Et sans surprise, j'ai beaucoup aimé le film. Et je l'ai même encore plus kiffé lors du 2e visionnage. Comme vous allez le remarquer, je ne vais pas du tout m'attarder sur le scénario, mais bien sur la proposition de cinéma que nous soumet ce film. Car à l'heure où le numérique règne sur l'industrie hollywoodienne, Sam Mendes et son équipe nous proposent quelque chose de frais dans le monde du cinéma d'action dramatique. Pourquoi j'ai aimé ce film, me diriez-vous ? Et je vous répondrai à ce juste titre. Que l'histoire était simple et efficace, même si le film n'était pas exempt de défauts, comme une certaine faiblesse scénaristique ou bien des petites longueurs. Les personnages ont des bonnes motivations, mais surtout la mise en scène rajoute quelque chose. Mais pour cela, on va revenir aux bases de la base. Comme vous le savez maintenant, 1917 est tourné en plan séquence. Bon, c'est pas vraiment un plan séquence, car il y a plusieurs petites coupures bien cachées, mais on y reviendra plus tard. Tout d'abord, donnons une définition au plan, ensuite à la séquence, et enfin au plan séquence. Le plan. Le plan est un morceau d'espace-temps homogène donnant à la vision un sentiment de la continuité d'une même image en mouvement dans un certain espace et dans un certain temps. Le plan est donc limité par les collures qui le lient au plan précédent et suivant. Par conséquent, un plan peut être aussi bien un fragment très bref de l'ordre d'une seconde ou moins, comme un fragment plus long de la minute à plus. La séquence fonctionne comme une succession de plans qui reposent sur un déroulé narratif. Il ne faut pas confondre la scène de la séquence. Une scène est une suite de plans se déroulant dans le même espace et une même temporalité et présentant une cohérence dramatique. Une séquence désigne donc une suite de plans, un segment narratif cohérent durant lequel se déroule une action dramatique autonome, que l'on peut prendre comme un petit film avec un début et une fin. Une séquence peut être constituée d'une scène ou de plusieurs scènes. C'est un enchaînement de plusieurs événements distincts et cohérents d'un point de vue narratif. Pour la séquence, on privilégie donc la cohérence narrative alors que pour la scène, c'est la temporalité et l'espace qui priment. Le plan séquence. Selon la définition, c'est un plan qui dure sur l'intégralité d'une séquence. Par exemple, le film La soif du mal d'Orson Welles en 1958. Au sens de la première définition, l'introduction du film d'Orson Welles n'est pas un plan séquence à cause de la coupure montrant l'explosion. On peut donc redonner une deuxième définition pour le plan séquence. Le plan séquence repose sur le mouvement alors que le plan long sur la fixité du cadre. À partir du moment où les mouvements produisent de la séquentialité, cela nous donne l'illusion d'une succession de plans qui ne sont pas là mais qu'on peut presque distinguer. Ces différents faux plans sont reliés par le mouvement de la caméra, affirmant donc la définition qui dit que le plan séquence repose sur le mouvement. De ce fait, de plus en plus de réalisateurs s'essayent au plan séquence, comme Alfonso Cuarón avec sa scène époustouflante de la voiture dans Le Fils de l'Homme, Gravity, qui repousse les limites des effets numériques, ou bien Alejandro González Iñárritu avec Birdman, un tour de force magistral aussi bien visuellement avec son faux plan séquence que scénaristiquement, avec son intrigue originale et maligne, ou bien le film The Revenant, avec une magnifique photographie signée Emmanuel Lubezki, responsable notamment de la photographie de Tree of Life de Terrence Malick, ou il y a aussi dans les séries, par exemple la série de True Detective. On dirait qu'en ce moment le plan séquence est en vogue, comme un challenge insurmontable à accomplir car le plan séquence semble très simple à réaliser sur le papier, mais est en réalité extrêmement complexe à mettre en scène. Bon, même en ayant ça dans la tête, je me suis dit que c'était quand même fou d'exercer la dure loi du plan séquence à tout un film, un long métrage. Comment Sam Mendes a-t-il fait pour réaliser un film aussi complexe ? Au fur et à mesure de mes recherches pour cette vidéo, j'ai compris que Sam Mendes ne travaillait pas avec n'importe qui. Un nom était plutôt récurrent dans sa filmographie, et ce nom n'était pas moins que Roger Deakins. Roger Deakins, né le 29 mai 1949 à Torquay dans le comté de Devon, il est diplômé de la National Film School en Angleterre. Il a notamment travaillé avec quelques réalisateurs, pour la plupart très connus, par exemple les frères Cohen, Denis Villeneuve,
dont Roger gagnera un Oscar pour la meilleure photographie de The Blade Runner, Andrew Dominic, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, ou bien récemment avec Sam Mendes sur le dernier Skyfall. Mais il est d'abord légitime de se poser la question, mais qu'est-ce qu'un directeur de la photographie ? Le directeur de la photographie conçoit les éclairages et organise les prises de vue sur un tournage. Donc, Roger Deakins est connu pour avoir une patte visuelle remarquablement belle. Il aime les lumières naturelles, les lumières douces, les forts contrastes de lumière. Il est notamment très connu pour ses effets de lumière sur le feu. Depuis le film Jarhead, un film sur la vacuité de la guerre, il recrée la luminosité qui émane des flammes par des panneaux LED géants, technique qu'il réitéra sur Skyfall et 1917 donc. Petit détail et pas des moindres à noter, il tourne essentiellement ses films avec les caméras Arri Alexa, notamment l'Alexa Mini, connue pour fournir des visuels puissants et de très grandes variations de dynamique lumineuse. Car sur le film 1917, Roger Deakins voulait aussi bien représenter des scènes de bataille impressionnantes que des moments intimes. Il lui fallait donc une caméra polyvalente. La Alexa Mini fut prêtée exceptionnellement, car elle n'était pas encore disponible sur le marché. Donc, Roger Deakins et notre petit Sam Mendes sont les éléments qui constituent l'ADN même de 1917, un plan séquence de 1h40 tourné en lumière naturelle et en temps réel. Défi numéro 1. L'illusion du plan séquence. Les raccords entre les prises sont évidemment invisibles. Elles sont effectuées pour la plupart du temps avec un objet ou une transition du décor qui obstrue le champ de vision de la caméra. Lors de ces transitions, notre regard est souvent dirigé par un point pour que nous ne remarquions pas le subterfuge. Et si ces transitions marchent aussi bien, c'est parce que la lumière est parfaitement raccord et bien gérée. Défi numéro 2. Comment assurer des plans aussi stables tout en offrant différentes échelles pour des plans divers. Roger Deakins et ses techniciens ont dû redoubler d'inventivité pour créer l'illusion du plan continu à plusieurs échelles en créant des espèces de nacelles qui pouvaient aussi bien se fixer sur une grue que sur un stabilisateur ou bien que sur une caméra épaule. Défi numéro 3. Le film devait être filmé en temps réel. Donc les décors ont été conçus pour durer la longueur d'une scène ou d'un dialogue. Et cela est dû au chef décorateur, Denis Grassner, qui a dû créer des décors de tranchées souterraines jusqu'à 1,5 km. En outre, des décors dantesques. Aussi, Sam Mendes et son équipe devaient attendre le mauvais temps en permanence pour ainsi tourner les scènes, car toutes ces scènes devaient être raccord pour créer l'illusion du mouvement continu. Ce film est en quelque sorte un pari technique fou réussi haut la main. Mais cependant, on peut légitimement se poser la question, pourquoi faire un plan séquence pour une histoire telle que celle-ci ? Sert-elle vraiment la narration ? À mon sens, oui. Le film se veut plutôt réaliste dans son approche. Le plan séquence nous immerge dans ce voyage cauchemardesque en temps réel. Nous sommes presque un troisième personnage, témoin de l'action. Nous sentons la lourdeur et la difficulté de leur déplacement, leur pactage ainsi que leur respiration. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que 1917 a une approche différente. Le film ne nous raconte pas la guerre dans sa généralité, mais nous raconte le périple et la survie de deux personnages insignifiants au sein d'un conflit mondial dantesque. Les décors nous transmettent une impression de désolation et nous racontent les affres de la guerre. On peut même voir beaucoup d'animaux morts, ce qui renforce le côté déshumanisé du conflit. La scène qui m'a marqué le plus est la scène de la ville en ruine illuminée par des espèces de flashs lumineux dans le ciel. En effet, cette scène est presque onirique, comme un cauchemar abstrait. On ne sait pas pourquoi le ciel est illuminé. Les ruines de la ville créent un espèce d'enfer avec à son centre un bâtiment complètement en flammes, encore une fois sublimé par les effets de lumière de Roger Deakins. Aussi très important, la musique de Thomas Newman vient sublimer cette scène en lui insufflant un thème musical enivrant et un côté un peu surréaliste à la scène. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette scène. À mon sens, ce film n'est pas exempt de défauts, mais il nous propose véritablement une expérience cinématographique très intéressante et surtout rafraîchissante dans le monde du film de guerre. Bon ben voilà, la vidéo est terminée, du coup j'espère que vous avez bien aimé ce concept-là, qui est pas révolutionnaire, mais du coup dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait très plaisir, et puis ça m'aidera à grandir et à améliorer les techniques que j'utilise. Du coup voilà, salut!